Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette session Why Not Me numéro 3 avec Inspiring Girls sur les métiers de l'art. Nous sommes en compagnie de Jeanne aujourd'hui, comme d'habitude. Jeanne, salut, Salut, comment ça va? ça va, il fait chaud, ça va. Toujours la forme? Ouais, Bon, bah, c'est super. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui t'intéresse, je crois. oui, ah oui, pour le coup. Bah, c'est top. On espère que tu auras plein de questions pour nos trois femmes inspirantes que je vais présenter dans quelques instants. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sofiane et aujourd'hui, je serai l'animateur de cet événement virtuel. On va échanger avec trois femmes inspirantes qui ont des carrières professionnelles et des parcours incroyables. Ces trois femmes ont fait de l'art leur quotidien. Elles vont vous en dire plus, elles vont vous raconter leur histoire. On espère que ça va vous donner des idées et vous en apprendre plus sur la richesse des métiers de l'art avec une approche complète à 360 degrés. C'est une session interactive, comme d'habitude, donc n'hésitez pas tout au long de l'événement à poser vos questions en direct dans la partie questions-réponses. Vous pouvez aussi utiliser le chat pour réagir. Je sais que vous savez utiliser le chat sur un live Instagram ou un live TikTok. Alors, je compte sur vous pour réagir sur le chat si vous voulez nous faire passer un message ou juste nous dire un petit mot. Jeanne, comme d'habitude, va représenter l'audience d'Inspiring Girls, donc les jeunes filles qui nous regardent et qui nous écoutent, et peut-être les jeunes garçons aussi. Pourquoi pas, vous êtes aussi les bienvenus. Et donc, Jeanne va vous représenter. Elle aura pour mission de poser vos questions en direct. Ça va, Jeanne? Pas trop de pression pour cette mission? Non, ça va. Bon, ça va, c'est super. Donc, on aimerait commencer par en savoir un peu plus sur vous qui êtes présent aujourd'hui. Donc, dites-nous dans le chat d'où vous venez, de quelle ville, quel âge vous avez, et si vous êtes une fille ou un garçon, voilà, ça nous intéresse de savoir ça. Donc, n'hésitez pas à prendre quelques petites minutes pour nous écrire sur le chat. Et on va ensuite commencer. On a plusieurs personnes, on a des filles, des garçons, plutôt des collégiens visiblement, d'après l'âge. Donc c'est super, on va y aller. Et voilà, on espère que du coup, l'art vous intéresse et si ça n'est pas le cas, que cette session suscitera éventuellement des vocations. Et on est là donc pour échanger et vous inspirer. On va partir tout de suite à la rencontre de Nathalie. Nathalie, qui a travaillé pendant 14 ans en tant que directrice artistique dans une grande entreprise de bijoux que vous connaissez probablement. Et elle a aujourd'hui créé son agence créative avec sa fille. Salut Nathalie. Bonjour, ça va bien? Nathalie, ça va, super, je te remercie. On a également à nos côtés Victoire qui est récemment diplômée des Beaux-Arts et qui est une artiste plasticienne. Alors, je cherche Victoire pour la mettre en avant. Salut Victoire. Salut à tous. Salut. Et nous avons également Sophie qui est une passionnée d'art depuis toute petite. Elle va nous raconter tout ça. Elle a décidé d'en faire son métier en devenant gestionnaire de patrimoine spécialisée dans l'art. Salut Sophie. Bonjour tout le monde. Bon, c'est un plaisir en tout cas de vous avoir aujourd'hui parmi nous. On vous remercie infiniment pour votre temps. Nous avons donc trois femmes liées par un même secteur, l'art, qui ont décidé d'en faire leur métier, qui ont décidé de faire de l'art leur quotidien. Et nous allons donc pouvoir commencer avec une question qui est une question assez large, parce qu'on peut se demander qu'est-ce que l'art finalement? Qu'est-ce que l'art? C'est difficile de donner une définition de l'art. Alors, peut-être que plutôt que donner une définition, Nathalie, Victoire, Sophie, est-ce que vous pouvez me dire les mots qui vous viennent à l'esprit quand je dis l'art? Voilà. Nathalie, par exemple, quels sont les premiers mots qui viennent à l'esprit? L'émotion, parce que l'art pour moi, c'est ce qui crée de l'émotion, c'est très personnel. Donc pratiquement tout peut être de l'art aujourd'hui. Et l'art existe depuis la préhistoire. Donc voilà, il y a plein de formes d'art et c'est ce qui nous touche, c'est une création qui nous touche. D'accord, donc effectivement, il y a la partie création, donc plutôt créative, donc de créer quelque chose,
mais qui suscite une émotion. Donc, pour toi, c'est vraiment cette notion d'émotion qui est importante dans l'art. Victoire, toi, par exemple, si voilà, on te dit le mot art, quels sont les premiers mots qui te viennent à l'esprit? Moi, j'aurais dit bon, évidemment l'émotion, mais dans un second temps, l'intuition aussi, puisque enfin, moi, par exemple, qui propose des choses, des créations, je suis vachement dans l'intuitif. Et j'écoute toujours ce que je ressens sur le moment et ce qui me stimule à ce moment-là. Et donc, enfin, pour moi, D'accord. c'est vraiment l'ordre de l'intuition. Ok, donc ce qui est intéressant, c'est que finalement, tu parles d'un sentiment qui est suscité intérieurement, donc d'une émotion également, mais qui est plutôt intérieure, personnelle. Donc tu qualifies ça d'intuition. Donc l'art, ce n'est pas seulement faire passer de l'émotion à travers une création, mais c'est aussi exprimer ses propres émotions. Donc effectivement, toi, c'est ce que t'évoque l'art, et tu nous en parleras un petit peu plus dans l'activité que tu fais justement, où tu crées de nombreuses belles choses. Et toi, Sophie, quand on te parle d'art, qu'est-ce que ça t'évoque? Moi, je vais rejoindre les filles. Pour moi, c'est de l'émotion, mais de l'émotion sur un support. Parce que moi, c'est quelque chose que je vends. Donc, il faut qu'il y ait un support. Et c'est une émotion qui peut être partagée, une émotion qu'on peut voir. Donc, oui, c'est l'émotion, mais sur un support. Voilà, en quelques mots. Ok, super. Bon, bah, je vous remercie. Merci à toutes les trois pour ces définitions. Maintenant qu'on a une idée un peu plus précise de ce qui peut être défini comme l'art, on va se pencher plus en détail sur vos trois parcours, si vous le voulez bien. Vous avez toutes les trois fait de l'art votre métier et vous avez toutes les trois des métiers différents, voire même très différents. Pourtant, vous avez toute une notion artistique très forte dans votre quotidien. Par exemple, toi, Nathalie, tu es directrice artistique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce métier? En quoi ça consiste exactement? Parce que c'est vrai, quand on se dit directrice artistique, on se dit, bah quoi, elle est directrice de l'art, c'est elle qui gère tout l'art, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, une directrice artistique ou un directeur artistique, on en trouve dans toutes les maisons de mode, les maisons de luxe. Pour moi, c'était effectivement dans une maison de joaillerie, de bijoux. Le directeur artistique, il travaille sur la personnalité de la marque. Et il raconte des histoires, il enrichit cette personnalité. Et finalement, les marques, comme les êtres humains, ont une personnalité qu'il faut mettre en avant, qu'il faut travailler, qu'il faut valoriser. Tout ça. Et dans le cadre des fonctions de cette direction artistique, et ça s'exprime à travers des stratégies créatives, des collections réalisées avec des designers, avec des stylistes, des campagnes de communication, des événements, des collaborations. Donc, tout ce qui fait l'activité artistique d'une marque à travers tout un ensemble de supports, comme disait tout à l'heure Sophie. Ça peut être du produit, collection, ça peut être de l'image, des campagnes de communication, comme j'évoquais tout à l'heure. Donc, c'est un ensemble d'expressions artistiques, mais qui doivent être cohérentes. Donc, le directeur artistique, finalement, met un fil rouge en tout ça, met de la cohérence, travaille une vision artistique, une vision créative et s'exprime à travers celle-ci, tout en mettant en valeur ce qui fait l'ADN propre d'une marque. Ok. Donc finalement, c'est intéressant parce que tu vas, en quelque sorte, à travers ce rôle, coordonner aussi toutes les différentes personnes qui peuvent avoir un impact sur cette image que tu as envie de renvoyer à travers une marque. Donc, Sophie l'évoquait, il y a des supports, il y a plusieurs supports, il y a plusieurs façons de faire ressortir une dimension artistique. Et donc, toi, tu vas mettre en musique un peu tout ça avec toutes ces personnes, tous ces supports, et tu vas essayer de faire en sorte d'avoir une ligne directrice qui est cohérente pour que ça ait du sens, en fait, c'est ça? Totalement. En fait, le directeur artistique doit avoir une vision, et cette vision, il la partage d'abord en interne, parce qu'il doit inspirer les équipes de design, les créatifs, même le marketing, la communication, il doit inspirer toutes les équipes internes, et après, il doit retranscrire cette vision aussi en externe, inspirer les futures clientes de la marque. Donc, le directeur artistique, finalement, raconte des histoires,
doit mettre en scène aussi l'imaginaire de la marque, l'univers créatif de la marque, mais aussi ses propres projections, travailler sur ses intuitions, comme évoquait Victoire tout à l'heure aussi, pour raconter des histoires qui sont intéressantes saison après saison et qui sont cohérentes par rapport à la personnalité de la marque. Ok, bah écoute, c'est super intéressant. En tout cas, ça a l'air d'être beaucoup de responsabilité aussi parce qu'il faut prendre de la hauteur pour vraiment impliquer tous les différents interlocuteurs et avoir cette vision, c'est pas évident. Donc, tu nous diras un petit peu plus tard ce qui a nourri finalement aussi cette vision et cette capacité que tu as à prendre de la hauteur sur tous ces éléments-là. Donc, super, c'est top. Je te remercie infiniment, Nathalie. Tu parlais de Victoire, justement, donc on va se diriger vers Victoire. Victoire, toi, tu es artiste plasticienne. Alors, pour être honnête, moi, je n'avais jamais entendu ça de ma vie. Donc, même moi, j'apprends énormément de choses à travers cette session. Est-ce que tu pourrais, du coup, nous expliquer ce que tu fais? Alors, ce que je fais, donc artiste plasticienne, ça rejoint directement les arts plastiques. En fait, donc ça touche à un certain nombre de choses, le dessin, la peinture, la sculpture, l'installation. Et comme je fais pas mal de choses, que je touche un peu à tout, je me définis comme une artiste plasticienne puisque j'ai obtenu un diplôme national supérieur d'art plastique, donc un DNSAP, aux Beaux-Arts de Paris en juillet 2020. Et ce que je fais, donc, c'est essentiellement de la peinture, un petit peu de sculpture et d'installation, mais essentiellement de la peinture. Donc, on peut aussi me définir comme artiste peintre, même si, comme je le disais, j'ai un peu de mal à évidemment dire que je suis artiste parce que je trouve ça un peu pompeux, quoi, voilà. Mais en tout cas, j'ai eu un diplôme d'art plastique. Voilà. Que dire d'autre? Je parlais un petit peu de comment j'ai démarré. J'ai obtenu donc un bac littéraire, option et spécialité art en 2013. Et je suis partie à Aix-en-Provence faire une école de design parce que justement, j'avais peur de me lancer complètement dans la peinture et dans les arts plastiques. J'avais peur de pas gagner ma vie et de pas pouvoir assurer un certain train de vie, quoi. Donc, je me suis dit que le design était une porte de sortie plutôt pas mal. Et au bout d'un an, en étant admise en architecture d'intérieur, j'ai réalisé que ce n'était absolument pas ce que je voulais faire et que j'avais envie de mettre toutes les chances de mon côté pour réussir vraiment dans ma passion, qui est une passion depuis toute petite, donc depuis une vingtaine d'années. Et donc, je suis partie en prépa à Paris. J'ai fait une prépa privée aux écoles d'art public. Et pendant un an, j'ai travaillé d'arrache-pied. J'ai passé plusieurs concours d'école d'art. J'en ai obtenu plusieurs, mais quand j'ai vu les Beaux-Arts de Paris, évidemment, la question ne s'est pas posée longtemps. Et j'y croyais pas du tout. Mais pas du tout. Je pensais pas du tout que je serais prise un jour dans cette école. Et finalement, voilà, ça a été le cas. Et j'ai passé 5 ans à expérimenter dans un atelier spécialisé dans lequel on était 20 à travailler, de la première à la 5e année. Donc, très enrichissant d'avoir des gens plus grands, des gens plus petits qu'on peut aussi aider à notre tour, finalement, de tout âge. Je pense qu'on doit être de 18 à 30 ans dans les ateliers, donc c'est quand même… C'est vrai que c'est intéressant de pouvoir s'enrichir de la diversité avec des âges différents, des parcours différents. Je pense que c'est ça aussi qui forge la créativité. Tu nous en diras un petit peu plus encore sur ton parcours tout à l'heure. Victoire, je te remercie. Là, on peut voir en grand, du coup, certaines de tes œuvres sur la slide. Donc, effectivement, c'est joli, des belles couleurs. En tout cas, moi, voilà, j'ai été nul en art plastique, donc je ne peux que reconnaître que c'est très, très joli et très bien. Donc, félicitations. On va se tourner désormais vers Sophie qui va nous expliquer donc, en quelques
minutes son métier. Tu es donc, Sophie, gestionnaire de patrimoine spécialisé dans l'art. Est-ce que tu peux nous Oui. expliquer de quoi il s'agit du coup? Alors, ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais c'est très simple. En quelques mots, mon métier, c'est de placer les économies des gens dans des œuvres d'art qui, en plus d'être des éléments décoratifs, sont voués à prendre de la valeur lorsqu'elles sont bien choisies. Par exemple, je vais conseiller à mes clients d'acheter des œuvres d'art de Victoire, qui est une artiste très douée et prometteuse. Ils vont pouvoir décorer leur maison avec, apprécier les œuvres tous les jours, tout en s'assurant que leurs économies soient mises à l'abri, voire mieux, augmentent avec le temps. Parce que l'art, c'est ce qu'on appelle un placement et que ça peut prendre beaucoup de valeur lorsque c'est bien conseillé. Et si un jour les clients ont besoin d'argent, ils pourront revendre cette œuvre qui aura pris de la valeur, ou bien ils pourront la donner à leurs enfants pour leur assurer, on va dire, une petite sécurité financière. Donc, en récapitulatif, j'aide les gens à trouver des œuvres pour décorer leur intérieur et aussi pour faire grandir leurs économies. Voilà. Ok, bah, c'est hyper intéressant. Donc, finalement, donc, toi, tu t'es tourné vers ce métier parce que tu avais une sensibilité vers l'art, mais tu n'as pas décidé donc, du coup, de créer des œuvres, mais plutôt donc, d'accompagner des personnes qui souhaitaient en acheter avec une dimension aussi un peu plus financière pour qu'ils puissent s'enrichir avec plus tard. C'est bien ça? Exactement. Moi, je ne suis pas du tout créative, c'est pas du tout mon truc, mais j'ai une sensibilité particulière pour l'art et donc j'ai voulu en faire mon métier quand même sans créer, voilà, en prenant un autre aspect du monde de l'art. Ok, donc comme quoi on peut travailler dans l'art sans forcément être très créatif et être très doué avec un pinceau, comme ça peut être le cas pour Victoire, par exemple. Exactement, exactement. Ok, bon, bah, c'est super, je te remercie infiniment, Sophie. Je vais vous poser une petite question à ceux qui nous écoutent. Voilà, ça nous intéresse de savoir si vous, l'art, c'est un domaine qui vous plaît. Donc, je vais tout de suite activer un petit sondage afin que vous puissiez voter et nous dire si travailler dans l'art, c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur la réponse de votre choix. On a des personnes voilà, qui nous disent, on a une personne qui nous a dit que non, elle ne souhaitait pas travailler dans l'art. Pourquoi pas, c'est très bien. C'est bien de ne pas savoir ce qu'on ne veut pas faire aussi. Hein. Parfois, c'est très bien. Et on a plusieurs personnes qui nous disent qu'elles aimeraient travailler dans l'art et que ça les intéresse beaucoup, d'autres passionnément. Voilà, en tout cas, aujourd'hui, on va vraiment essayer de vous donner un maximum d'éléments sur ce domaine-là. Et n'hésitez surtout pas à nous poser vos questions et à rendre cette session interactive. Nous allons donc continuer et je vais donc remettre tout le monde à l'écran, Jeanne y compris. Ça va, Jeanne, ça t'a paru intéressant là, jusque-là, tu as compris les trois métiers qui sont très différents. Oui, carrément. Puis en plus, moi, je me posais des questions. En fait, je voulais faire un truc dans l'art. Je me suis dit, en fait, tu peux pas que dessiner dans l'art. Et bah, j'ai découvert plein d'autres trucs, quoi. Oh, bah, c'est vrai, tu vois qu'il y a différents métiers et tu vas voir, hein, je crois que on a Nathalie, elle nous en parlera peut-être plus tard, mais qui était une très grande dessinatrice, qui peut-être l'est toujours encore, mais je crois savoir qu'elle a beaucoup dessiné étant plus jeune. Donc effectivement, ça peut partir du dessin, mais ça peut mener vers plein d'autres choses. En tout cas, on aimerait en savoir un peu plus sur ces trois métiers, et notamment quel est l'aspect de votre travail qui vous plaît le plus. Victoire, est-ce que tu pourrais nous dire vraiment, toi, dans ton travail, ce qui te rend le plus heureuse et épanouie? Ce qui me rend le plus heureuse, c'est bon, évidemment d'aller dans mon atelier tous les jours, puisque ouais, j'essaie de m'imposer vraiment un rythme dans lequel je me rends tous les jours à mon atelier, j'essaie de créer un max, même si parfois, évidemment, il y a des jours où ça va moins marcher que d'autres. Donc oui, ça fait partie de vraiment mon... Enfin, je suis toujours contente d'y aller, quoi. J'y vais jamais à reculons. Et je pense que le moment le plus jouissif, on va dire, c'est vraiment quand je vois que mon travail est reconnu et qu'il plaît au plus grand nombre. Voilà, c'est vrai que c'est toujours plaisant de recevoir des messages
des messages gentils et à l'égard de mon travail. C'est vraiment ce qui me touche le plus, quoi. Ok, merci beaucoup, Lita. Je m'excuse par avance, j'ai des petites allergies, du coup, j'ai besoin de petites pauses mouchoirs de temps à autre. Vous m'en excuserez, d'accord, mais là, du coup, c'était le cas. Mais ok, donc vraiment, cette reconnaissance, le fait que des gens trouvent ton travail plaisant, Ouais. c'est un sentiment qui est très agréable. Donc ça, c'est très sympa. Et toi, Sophie, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? Je dirais le contact et la rencontre avec les artistes ou les galeristes qui les représentent. Il m'arrive d'aller chercher des œuvres dans le monde entier. Du coup, on découvre tous les jours des nouvelles choses et de temps en temps, on a un réel coup de cœur sur un artiste ou sur une œuvre en particulier. Et c'est comme si on découvrait un peu une mine d'or. Enfin, pour moi, parce que l'art est ma passion, mais du coup, c'est vraiment ça que j'aime. Donc, en vrai, ouais, je dirais le travail de recherche, la rencontre et les découvertes. C'est très enrichissant. Donc ça veut aussi dire qu'avec ton métier, tu voyages un peu. Je voyage beaucoup même. Voyage beaucoup parce que tu vas chercher des œuvres à travers le monde. Euh, ça, c'est pas mal. Et ouais, donc, il y a cette dimension de, finalement, je travaille beaucoup avec des clients qui ont pour but d'acheter des œuvres, mais une dimension qui te plaît aussi énormément, c'est d'aller rencontrer ces artistes qui vont vendre leurs œuvres parce que tu partages un lien avec eux. C'est aussi un bout de leur histoire, quelque part, ces œuvres. Donc, je comprends Bien sûr. pourquoi c'est plaisant. En tout cas, merci de partager ça avec nous. Et toi, Nathalie, dans ton job de directrice artistique ou alors même dans ton nouveau métier, puisque tu as récemment monté une agence, qu'est-ce qui te plaît le plus? Qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Déjà, le fait que chaque jour soit différent. C'est-à-dire les sujets que je traite le lundi n'ont rien à voir avec le vendredi. Je peux travailler sur du design de collection pour de la joaillerie, du diamant, de la montre, passer sur une collection de vêtements pour le yoga ou travailler pour un événement. Et donc, c'est très, très diversifié. Je ne m'ennuie jamais. Je n'ai pas l'impression de travailler parce que c'est vraiment ma passion. Et dans ce métier, finalement, on est sans arrêt en train d'être face à une page blanche, d'essayer d'imaginer une nouvelle idée. Et un jour, on voit cette idée transformée dans un objet du réel ou dans un événement. Et ça, c'est génial de voir comment une idée se transforme et prend forme. Et peut-être la deuxième chose que j'adore vraiment dans mon métier, à part, comme disait Sophie, voyager, parce que je suis amenée à beaucoup, beaucoup voyager, c'est de développer des talents. Quand on est directrice artistique, on a une équipe qui peut être assez large. Moi, j'avais entre 55 et 80 personnes dans mon équipe chez Swarovski. Et donc, développer des talents, c'est fantastique. Quand on identifie une pépite, un talent caché chez quelqu'un et qu'avec avec le temps, avec la confiance, avec les projets, on voit la personne se développer, trouver sa voie, c'est juste génial. J'adore ça. Bon, bah, c'est super, Nathalie. Et nous, chez Inspiring Girls, on a notre petite pépite, hein, c'est Jeanne. Elle est juste là et on va la laisser réagir dans quelques instants. Mais effectivement, c'est vrai que c'est passionnant. Moi, à titre personnel, j'aime beaucoup aussi accompagner les personnes, les aider à révéler leur potentiel. Donc, je te rejoins complètement là-dessus et c'est aussi ce qui m'anime dans cette mission qu'on a avec Inspiring Girls. Mais je trouve hyper intéressant parce que tu nous parles de ça avec énormément de passion et on le redira jamais assez. Faites surtout ce qu'il vous plaît lorsqu'on fait quelque chose qui nous passionne au quotidien. On ne peut pas vraiment se tromper. Après, la dimension financière, elle peut venir après, mais en général, quand on fait ce qu'on aime, il y a de très fortes chances qu'on arrive aussi à en vivre. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose qui, je pense, qu'il faut retenir. C'est désormais le temps de faire une petite pause sur des questions. Donc, je vais donner la parole, bien évidemment, à notre pépite Inspiring Girls, Jeanne, ici présente. Mais avant, j'ai une question du chat et n'hésitez pas à nous en poser d'autres. Elle est intéressante, cette question, et je pense que ce sera probablement Victoire qui sera plus à même d'y répondre. Mais on nous dit, comment on fait si on fait de l'art et que ça plaît à personne? On ne peut pas gagner sa vie. C'est une bonne question. Comment on fait? Alors, Euh,
Bon, déjà, moi, je pense qu'il faut rester absolument fidèle à ce qu'on est et à ce qui nous anime. Et pour donner un exemple, j'ai fait plusieurs séries et évidemment, certaines personnes en ont préféré d'autres, certaines à d'autres, évidemment. Certaines personnes vont détester une partie de mon travail, mais en apprécier une autre. Donc, pour ma part, j'arrive toujours à essayer de m'y retrouver quelque part ou de trouver quelqu'un qui sera forcément un peu plus touché par une chose qu'une autre. Donc, déjà, bon, c'est pas trop mal, on va dire. Après, je vois pas comment l'art ne peut plaire à personne. Je vois pas comment. Je pense que si on est sincère avec sa démarche et si on fait tout pour y arriver et si on travaille sincèrement et si on met tout notre cœur, ça plaira forcément à un public. Je peux pas croire que ça ne plaît à personne. Ça n'existe pas pour moi. Bien sûr. En tout cas, je pense que ce qu'il faut reconnaître, c'est que ça peut plaire à certains, ça peut ne pas plaire à d'autres. Certaines Non, œuvres que tu as pu faire… Pardon, Victoire? c'est complètement subjectif. Évidemment, on ne Voilà. peut pas plaire à tout le monde et on ne peut pas mal prendre que certaines personnes ne soient pas touchées. C'est tout à fait normal. Comme tu le disais, certaines personnes ont pu aimer certaines de tes œuvres et moins d'autres de tes œuvres. Donc en fait, voilà, c'est quelque chose qui est très évolutif, on va dire. Je pense que c'est un peu comme la musique. Parfois, on aime un artiste, on va aimer énormément une de ses chansons et beaucoup moins une autre parce qu'elle va moins nous toucher. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va complètement boycotter cet artiste ou arrêter de l'écouter ou ne plus acheter ses disques. Donc, pour moi, la musique est une forme d'art. Donc, on parlait de support. On est beaucoup orienté sur des supports plutôt visuels, de type peinture, tableau, parce que c'est un peu vos cœurs de métier à toutes. Et puis, Nathalie avec les bijoux, etc. Mais c'est vrai qu'on a aussi l'art, la musique, par exemple, qui est une forme d'art et ça s'applique exactement aussi tout ce qu'on vient de dire. Très bien. Jeanne, c'est le moment de te donner la parole. Qu'est-ce que ça t'évoque tout ça? Quelles questions te viennent à l'esprit? Bah, vu que c'est un peu quand même la thématique, j'ai une question, c'est est-ce que vous aviez, quand vous étiez petite, ou même en ce moment, des rôles modèles, des personnes qui vous inspirent? Très bonne question. Tu es en train de poser une colle à notre audience, Jeanne. C'est pas bien tout ça. Alors, est-ce Moi, que… je dirais, pour commencer, je me permets que non, effectivement, j'ai pas vraiment eu de rôle modèle. J'ai ma maman qui m'a toujours emmenée dans les musées, donc c'est un peu elle qui m'a initiée à l'art, donc c'est elle qui m'a fait découvrir ce milieu, mais j'ai pas eu de rôle modèle et peut-être effectivement que ça a manqué à un moment donné. Voilà. Moi, c'est à peu près la même chose, Sophie. J'avais pas non plus de rôle modèle. À vrai dire, quand j'avais ton âge, Jeanne, je savais même pas que le rôle de directrice artistique existait. Donc, je connaissais pas du tout ce métier. Par contre, ce que je savais, c'est que je voulais dessiner et qu'il y avait un professeur de dessin, Monsieur Maslow, qui m'avait tellement inspirée. J'ai eu ce professeur de dessin pendant 4 ans et lui, vraiment, a nourri mon imaginaire. Il m'a appris, par exemple, que quand tu dessines, il faut retourner le dessin de l'autre côté, à l'envers, pour évaluer justement les pleins, les vides, la façon dont on positionne les éléments sur la page blanche. Et encore aujourd'hui, quand je dessine des bijoux ou des accessoires, je pense à lui. Je me dis, c'est pas simplement ce qu'on voit, il faut regarder l'envers, il faut le mettre à l'envers, il faut voir sous toutes les coutures. Donc, lui, il a eu beaucoup d'influence sur ma carrière et mes choix, mais je n'ai pas eu vraiment un rôle modèle dans ce rôle de directrice artistique. Après, ça reste quand même très intéressant parce que effectivement, on ne peut pas toujours rencontrer une personne qui fait exactement le métier de nos rêves et qui va nous permettre de nous révéler. Mais on a des personnes comme ça qui, au fil de nos expériences, de nos parcours, nous ont inspirés. Et puis voilà, tu disais, Jeanne, c'est vrai que c'est la thématique chez Inspiring Girls. On présente des rôles modèles plutôt féminins, des femmes pour inspirer des jeunes filles, mais on peut aussi être inspiré par des hommes et par d'autres personnes. C'est le cas de Nathalie qui a été inspirée par un de ses professeurs et c'est une très belle histoire. Et toi, Victoire, est-ce que au-delà d'un rôle modèle masculin ou féminin, est-ce que tu as eu peut-être même un artiste
qui t'a inspiré, où tu t'es dit, bah oui, en fait, j'ai envie de ressembler à cet artiste, ou où est-ce que tu as trouvé cette inspiration? Comme Sophie et Nathalie, je n'avais pas de rôle modèle petit. Je savais juste que je voulais faire ça de ma vie et que j'étais plus apaisée dès lors que j'étais en moment de création, quoi. Donc, je savais que c'était quelque chose que je voulais faire. En revanche, je n'ai jamais eu de rôle modèle avant de rentrer en prépa. Avant de rentrer en prépa. Donc, c'est tardif. J'avais 19 ans. Bah justement, c'est J'ai intéressant parce que inspiré des artistes un peu plus tôt quand même, un peu plus tôt. En choisissant spécialité art, il y avait déjà quelques artistes qui m'inspiraient, mais que je n'admirais pas comme j'ai pu commencer à admirer des artistes en prépa et ensuite aux Beaux-Arts. Et aujourd'hui, c'est vraiment monté au fur et à mesure, quoi, crescendo. ok, ben justement, c'est intéressant parce que c'est vraiment l'objet de ma prochaine question. Est-ce que c'est quelque chose, toutes les trois, que vous avez toujours voulu faire? Est-ce que vous avez senti très tôt que vous vouliez faire ce métier précisément? C'est peut-être dur à dire, c'est dur de se dire à 10, 12, 13 ans, je veux être directrice artistique ou je veux être gestionnaire en patrimoine dans l'art parce qu'on ne sait même pas que ce métier existe. Mais voilà, toi, Victoire, tu l'as dit, je sentais que c'était ce que j'ai toujours voulu faire. Donc, comment ça s'est matérialisé, ça, pour vous? À quel moment est-ce que vous vous rappelez du moment où vous vous êtes dit ça, où vous vous êtes dit, je veux travailler au service de l'art, pour l'art, mettre l'art au quotidien? Donc, je ne sais pas si Victoire, tu veux continuer à élaborer là-dessus avant que je donne la parole à Nathalie et Sophie. Comment je me suis dit que je voulais vraiment faire ça? C'est la question. Oui, c'est ça. Enfin, ou alors, est-ce que déjà, tu as toujours voulu faire ça? Tu me l'as dit tout à l'heure, donc je suppose que oui. La réponse peut être non aussi pour Oui, Sophie et Nathalie après. j'ai toujours voulu faire ça, mais comme je commençais à le dire tout à l'heure, je me l'avouais pas du tout parce que pour moi, c'était de l'ordre du rêve et de quelque chose d'intouchable, quelque chose d'inaccessible. Et j'ai reçu une éducation qui, évidemment, nous montre que c'est en travaillant beaucoup qu'on gagne sa vie, qu'on subvient aux besoins de sa famille, etc. etc. Donc, pour moi, ce n'était pas très sérieux, en fait, de me lancer là-dedans. Et, c'est pour ça que j'ai fait du design en me mentant et en essayant de me convaincre que ça marcherait sûrement mieux pour moi que l'art pur et dur et le fait d'avoir vraiment une vie d'artiste, quoi. Et, euh, et finalement, je me suis dit, voilà, vraiment comme ça, hein, on n'a qu'une vie, on peut mourir du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Et j'ai aucune envie de passer à côté de quelque chose et voilà, passer à côté de mon rêve. Donc j'y vais à fond et advienne que pourra, quoi. Si ça marche pas, je serai toujours à même d'être embauchée quelque part plus tard ou de changer de voie. Mais je voulais vraiment y aller à fond. Y aller Ok. à fond. À un moment, tu as décidé de t'écouter et de te dire, bah voilà, tu parlais tout à l'heure d'intuition. Tu t'es dit, bah en fait, voilà, je ressens quelque chose dans mon fort intérieur. Je vais arrêter de me laisser influencer par mon environnement. Et d'ailleurs, on a une question d'Anne-Laure qui nous dit comment vos proches ont réagi lorsque vous avez annoncé que vous vouliez travailler dans le domaine artistique. On y reviendra tout à l'heure. Je pense que c'est une question importante. Tu as commencé à répondre à cette question. Tu y as répondu, Victoire. Tu disais que voilà, c'était pas forcément l'environnement l'environnement duquel tu es issu t'encourager vers peut-être d'autres voies, pas la voie artistique. Mais donc à un moment, voilà, tu t'es dit, je m'écoute, je fais ce qu'il me plaît et advienne que pourra. Et c'est très courageux de ta part et c'est très inspirant. Donc c'est super. Sophie, de ton côté, ouais, est-ce que c'est pareil, quelque chose que tu as senti que tu voulais toujours faire ou c'est venu plus tard ou... Non, moi, mon envie de travailler dans l'art est venue assez tard, je dirais. J'ai toujours baigné là-dedans, mais ça s'est transformé en passion bien plus tard. J'avais déjà commencé mes études dans un autre domaine. J'ai terminé mes études d'ailleurs, je voulais aller jusqu'au bout. Mais je dirais que l'obsession pour l'art m'est venue vers mes 22 ans, lorsque je suis partie à Paris pour faire mes études. J'ai eu une sorte de déclic avec l'effervescence de cette ville qui est culturellement très, très dynamique.
Et voilà, j'ai terminé mes études pour avoir un bagage, on va dire. Et puis après, je me suis lancée dans ce qui me plaisait. Ok. Mais c'est venu Comme bien plus quoi, tard. comme quoi c'est ça aussi intéressant. Enfin, tu dis 22 ans. On met beaucoup de pression aujourd'hui sur les jeunes générations. Et puis, globalement, je pense que ce n'est pas qu'aujourd'hui, ça a toujours été le cas. On dit aux jeunes ados, on leur demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard. On a un sentiment qu'il faut déjà tout de suite savoir. Et nous, on se rend compte de ça à travers nos sessions Inspiring Girls, c'est que ce n'est pas toujours le cas. Et même lorsqu'on pense savoir, des années après, on peut décider de changer de voie et on peut toujours se découvrir une autre vocation, une autre passion. Donc, rien n'est figé dans le marbre et il ne faut pas avoir peur de ne pas avoir des réponses à ces questions-là tout de suite. Et il faut, je pense aussi, apprendre à s'écouter, comme l'a dit Victoire tout à l'heure, et puis ensuite, les choses viennent naturellement. Donc, c'est intéressant, Sophie, de voir que pour toi, voilà, c'est venu un peu plus tard. Et puis, C'est vrai que c'est beaucoup de pression dès le départ et que du coup, on est souvent amené à aller dans la mauvaise voie et se rendre compte bien plus tard, mais parce qu'on nous met une pression dès le départ, il faut savoir ce que tu veux faire. Sauf qu'à 18 ans, on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire. Voilà. Moi, j'ai attendu bien plus. ouais, et puis, c'est aussi tes expériences, le fait d'être allé à Paris, d'avoir découvert d'autres choses. Parfois, les voyages nous permettent voilà, de nous nourrir de nouvelles choses. Ça peut être les études, ça peut être des rencontres avec des personnes, ça peut être un professeur, comme l'a évoqué Nathalie tout à l'heure. Donc voilà, ça peut venir à tout moment. Il faut savoir rester ouvert face à tout ça, en tout cas, je pense. Et toi, Nathalie, comment tu perçois ça? Donc, on l'a évoqué tout à l'heure. A priori, tu dessinais déjà depuis très tôt, mais enfin, voilà, tu as eu cette fibre déjà artistique assez jeune. Comment ça t'est venu? Alors moi, on m'a raconté que je commençais déjà à dessiner sur les catalogues de vente par correspondance quand j'avais 3-4 ans. Je dessinais des accessoires. Donc voilà, j'avais déjà ce truc. J'étais convaincue que je voulais, enfin, je ne savais même pas, je ne me projetais pas comme en qualité de métier, mais je voulais dessiner. Et à 11 ans, un conseiller d'orientation m'a posé la question, donne-moi les 3 choses que tu veux faire dans ton futur métier. Et j'ai répondu, je veux dessiner, parler anglais, voyager. Et finalement, le métier que je fais aujourd'hui, je peux cocher les 3 cases parce que je fais ces 3 choses dans mon métier aujourd'hui. Malheureusement, la fin de la conversation avec le conseiller d'orientation était beaucoup moins gaie parce qu'il a dessiné un triangle, il a fait un petit point tout en haut et il a dit c'est pas possible, il n'y a pas de métier, il n'y a pas de débouché, tu vas être extrêmement déçu, il n'y a pas de carrière pour toi dans ce domaine, c'est impossible. Bon, je ne l'ai jamais rappelé, mais je vais devoir le rappeler un jour quand même. Et finalement, il m'a dit non, mais tu es bonne en mathématiques, dans les matières scientifiques, etc. Fais une carrière dans ce domaine. Donc, j'ai commencé par faire un bac scientifique. Après, par esprit de rébellion, puisque je n'étais pas dans mon élément, malgré le fait que j'avais des bonnes notes, mais je le faisais, mais ça ne me plaisait pas. Je suis partie en Hippocane, donc dans un domaine totalement littéraire. Et après, par esprit de nouveau de rébellion, j'ai tout lâché et je suis partie en école de commerce. Et dans une école de commerce, après cette école de commerce, si vous voulez, j'ai eu l'occasion de faire enfin ce que je voulais. Une fois que j'avais mes diplômes, que tout le monde était content, que voilà, ça avait rassuré tout le monde, j'ai fait une école de mode à New York. C'était génial, c'était la fin des années 80, il y avait une effervescence, enfin, c'était tellement génial. Et donc, j'étais à New York au FIT. Et là, ça a été la révélation parce que je ne faisais que des cours de dessin, de couture, de Alors, design, Nathalie, de mode. le FIT, juste pour qu'on sache tout ce que c'est. Ah oui. C'est Fashion Institute of Technology. C'est à New York, sur la 7e. Et Voilà, c'est une école de… Hmm. Une école de quoi, pardon? C'est une école de mode. Il y a 2 grandes écoles de mode à New York. Il y a Parsons et FIT. Et, Ok. Donc toi aussi, tu t'es nourri aussi d'un voyage et d'enseignement aussi à l'étranger. J'aimerais juste, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se mélangent et c'est intéressant parce qu'on veut en savoir un peu plus sur vos parcours aussi. Nathalie, tu nous l'as évoqué, Victoire aussi. Je vais demander à Sophie dans quelques instants. Mais tu as évoqué quelque chose et qui fait aussi écho à la question d'Anne-Laure, qui, je pense, est toujours là et je trouve ça très pertinent. C'est que tu as dit, une fois que tout le monde était rassuré,
Une fois que enfin, du coup, il y a vraiment une notion quand même, on sent que c'est assez fort de pression sociale autour de ce domaine de l'art, où on a le Ouais. sentiment que les proches n'encouragent pas tellement les individus à faire ça, en fait. C'est-à-dire, je pense que les parents peuvent être admiratifs, par exemple, d'un talent de dessin, mais en même temps, ils ont peur pour leur enfant en pensant que peut-être dans ce domaine, il y aura beaucoup moins de débouchés, ça va être compliqué. Et donc, faites d'autres études, obtient des diplômes qui vont rassurer dans des domaines où peut-être qui pour eux sont plus rassurants. Mais quand on est animé par cette passion, de toute façon, on arrive toujours à ses fins. C'est ce que tu disais, c'est-à-dire on peut aussi faire un début de parcours, que ça soit éducatif ou les premières expériences professionnelles, même si on n'est pas exactement dans ce qui nous anime, on arrive toujours à retrouver son chemin quand c'est vraiment sincère et authentique. Bon, bah, c'est super. Et qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces parents, justement, ou à cet entourage qui peut parfois, pas forcément à tort, mais on comprend que c'est plus rassurant, on comprend qu'ils font ça pour le bien de leurs enfants. Mais Oui. qu'est-ce que tu as envie de leur dire finalement à ces personnes-là? J'ai envie de leur dire que votre enfant, et ça c'était une citation de Coco Chanel, de dire on devient irremplaçable quand on est unique. Et pour être unique, il faut travailler son axe d'excellence, c'est-à-dire là où on n'a pas l'impression de travailler, où les choses arrivent naturellement. Et quand on sent que l'enfant a une fibre artistique, c'est naturel, il est créatif, il a de l'imagination, qui dessine, qui peigne, dans quoi qu'il fasse, il a ce côté imaginatif et créatif, il faut l'encourager. Il excellera dans son domaine, il sera heureux, il réussira. Voilà. Bon, bah, c'est Et super. well, bien sûr. C'est hyper encourageant et c'est vrai que ouais, on est dans une société où parfois, enfin voilà, on est animé par des peurs, on a envie de sécuriser certaines choses, donc on peut comprendre. Toi, est-ce que tu partages ce constat-là, Sophie? Est-ce que pour toi aussi, ça a été un sujet ou pas de faire ce métier parce que l'art pouvait avoir enfin, certains préjugés? Non, non. Moi, je faisais mes études sans grande conviction, donc je pense que mes proches ont été un peu rassurés de voir que que j'avais trouvé quelque chose qui m'animait, on va dire. Mais il y avait une condition, c'est que ce soit structuré, que je parte pas dans tous les sens. Et je leur ai prouvé que je savais très bien là où je voulais aller parce que j'ai choisi des masters qui, selon moi, se complétaient bien pour arriver à ce que je fais aujourd'hui. Et je l'ai bien suivi Et et j'en suis là où je suis c'est vrai que toi, aujourd'hui. tu as un parcours un peu, je ne vais pas dire atypique, j'aime pas trop ce mot, mais c'est vrai que tu as fait. Mais c'est le cas. Mais c'est un peu ça, parce que tu as composé vraiment ton parcours, tes études pour créer ton métier à toi. C'est ce que disait Ex- Nathalie, Exactement. pour être un peu unique. Et c'est ce que tu as fait. Donc, tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur tes études, sur ce parcours? Bien sûr, moi, quand je me suis rendu compte que je voulais absolument créer des collections d'art aux gens, je savais vraiment pas comment m'y prendre. Donc, comme je le disais tout à l'heure, j'ai quand même terminé mon premier cursus de communication pour avoir un bagage au cas où. Et au final, après, j'ai improvisé, j'ai un peu créé mon métier, comme tu dis, à la carte, en choisissant des masters qui, selon moi, se complétaient bien pour arriver à ce que je fais aujourd'hui. Donc, j'ai fait un master 2 commercialisation et diffusion d'œuvres d'art. Et puis un autre master 2, gestion de patrimoine, qui pour le coup était complètement un monde inconnu pour moi, à la différence de l'art. Donc ça a été un petit peu dur. Et puis en fusionnant ces compétences, j'ai un peu créé mon métier. Bon, après, mon métier existe déjà, hein, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, mais on va dire que j'ai seulement inventé mon propre parcours pour y arriver. Donc ça prouve bien qu'on n'est pas obligé de rentrer dans des cases pour arriver là où on veut aller, tout simplement. Bon, bah, c'est super. C'est vraiment hyper intéressant. Et tu avais fait quoi comme bac, Sophie, juste pour info? Un bac littéraire. Un bac littéraire. Donc, on a Nathalie qui avait fait plutôt un bac S, mais qui était passée par une prépa littéraire à un moment donné. Donc, elle a dit Hippocagne. Pour ceux qui ne Ouais. savent pas, Hippocagne, c'est effectivement littéraire. Et donc, toi, Victoire, tu nous as parlé d'une prépa. Est-ce que tu peux nous en donner
tu peux nous donner plus de détails parce que ça m'intéresse de savoir déjà quelle prépa tu as faite et comment on fait pour rentrer aux Beaux-Arts. Je pense que c'est une question que tout le monde se pose. Voilà. C'est pas simple, hein. C'est pas simple. Et c'est pour ça que j'y croyais pas du tout en fait et que j'y suis allée un peu en me disant bon, qui ne tente rien n'a rien quoi. Mais on m'avait conseillé cette prépa. Donc comme je le disais, qui est une prépa privée aux écoles d'art public. Donc c'est un an intensif, vraiment. Pendant un an, on n'arrête pas. Il y a plusieurs sections. Il y a une section architecture, une section design et une section beaux-arts. Chaque élève va dans la section qui lui parle le plus. Donc, ça prépare aux très grandes écoles de design, type Art Déco, je ne sais plus comment s'appelle l'autre, mais bon, Art Déco et compagnie. Ensuite, ça prépare les écoles d'archi Malaquais, etc. Et moi, donc, Beaux-Arts de Paris, Beaux-Arts de Bordeaux, de Lyon, Villars-Sous à Nice, etc. Et donc, ils nous aident pendant tout ce temps, pendant un an, à constituer un dossier. Et donc, un dossier de travaux, que ce soit peinture, dessin, photographie, vidéo, tout ce qu'on veut. Et ensuite, on se retrouve donc en mars, avril, à déposer nos dossiers un petit peu dans toutes les écoles. Et pour les Beaux-Arts de Paris, en tout cas, chaque école a son truc, sa particularité. Mais pour les Beaux-Arts de Paris, on était 1000 cette année-là à déposer notre dossier artistique. Donc, le mien, c'était de la peinture, avec une lettre de motivation. Et ensuite, donc, sur cette épreuve d'admissibilité, sur ces 1000, ils en ont sélectionné 180. Les 180 ont eu à passer ensuite une épreuve de culture et d'analyse, écrite de 5 heures dans un amphi. Ensuite, une épreuve de dessin. Et ensuite, donc dans un lieu de l'école. Et ensuite, un entretien devant un jury de 15 personnes. Et là, c'était le plus dur. Là, honnêtement, c'était le plus dur parce qu'ils sont là vraiment pour... on est dans les 180 finalistes, il en reste 80 à la fin, donc il y en a 100 qui partent. Et là, ils testent vraiment l'ambition de chacun, l'envie, les connaissances. Donc là, c'était très, très chaud. Très, très chaud. J'étais très mal à l'aise. Et au final, ça l'a fait quoi dans les 80. Donc 80 sur 1000, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. C'est vrai que c'est incroyable. Et félicitations à toi d'y être parvenu et félicitations d'être diplômé et de maintenant faire de beaux tableaux. Mais c'est vrai qu'on ne s'attend pas à ce que ce soit aussi sélectif parce qu'on le disait tout à l'heure, ça contraste un peu avec cette impression, ce sentiment que certains parents peuvent avoir en se disant ah bah non, l'art. Mais d'un autre côté, il y a des études qui sont hyper sélectives pour faire ça, ce qui prouve que derrière, il y a sûrement des métiers aussi très prometteurs. Donc, Alors non. Non. Ok. Non, parce que dans une autre école, oui, mais le problème, c'est que les Beaux-Arts de Paris, c'est vraiment à part, quoi. C'est très beau sur un CV, c'est glorieux de dire qu'on sort des Beaux-Arts de Paris, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Voilà, on va pas se mentir. Quand on sort de cette école, on ne peut pas vraiment être... On n'a pas d'emploi à la clé. En fait, soit ça marche tout de suite, soit oui, on peut se retrancher vers le graphisme ou quelque chose dans ce style-là. Moi, comme je suis absolument nulle là-dedans, pour moi, la question ne se posait pas. Mais on n'est pas formé à être galeriste, on n'est pas formé à tout ça. On est vraiment formé à être des artistes plasticiens, quoi. On a un diplôme d'art plastique, donc on peut être prof d'art plastique, mais on n'a pas mille choix s'offrent à nous. Voilà. D'accord, donc finalement, avec le recul sur ton expérience des beaux-arts plus précisément, c'est vrai qu'on se dit oui, c'est prestigieux, on connaît tous de nom cette école, Voilà. cet établissement. Donc toi, avec le recul, tu te dis, bon, c'est quand même beaucoup d'efforts pour y accéder, c'est très sélectif, c'est beaucoup de pression. Les enseignements qu'on m'a donnés ne sont pas forcément très utiles pour faire ce que je fais aujourd'hui, mais tu le ferais quand même. Si c'était à refaire, tu le referais, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui permet aussi d'avoir une certaine renommée. Si je n'étais pas sortie de cette école, je ne vendrais pas ce que je vends aujourd'hui.
c'est vraiment l'étiquette des Beaux-Arts de Paris qui fait de moi ce que je suis, qui me sauve et qui justifie mon métier, parce que je ne me serais jamais déclarée artiste, plasticienne, peintre ou autre sans avoir eu ce diplôme. Bien J'ai sûr. trop besoin de connaissances et de légitimité. C'est cette école qui me l'a apporté. Donc, bien sûr, je regrette absolument pas et je la recommande à 1000%. Mais si on veut en faire son métier, voilà. Comme quoi, il y a des pour et des contre, et parfois, il faut aussi savoir faire des sacrifices ou aller faire des choses qui sont un peu difficiles pour plus tard en récolter les fruits. Donc, il faut être capable aussi d'avoir cette vision-là. Bon, bah, c'est super. Jeanne, qu'est-ce que ça t'inspire tout ça? Est-ce que ça t'a pas donné envie de faire les beaux-arts? Je crois qu'elle t'a pas trop rassuré, Victoire. Ou alors, si, ça va. Bah, en fait, enfin, dans un sens, ça m'en a appris plus déjà, parce que moi, les beaux-arts, je connaissais, bah, c'est pareil, je connaissais le nom parce que c'est connu, mais le fonctionnement, comment y entrer, qu'est-ce que ça t'apporte à la sortie, je ne savais pas. Et du coup, bah ouais, ça m'a appris beaucoup de trucs. Mais mon but n'est pas du tout de dégoûter les gens de l'école, hein. Pas Ah du non, mais du coup, ça m'a pas dégoûté, mais c'est juste que bah, ça apporte à quelque chose, genre c'est plus une étiquette qu'un savoir. C'est ça. En fait, je pense que ça dépend aussi beaucoup de quel atelier tu intègres dès ton arrivée à l'école. Et moi, j'ai choisi un artiste que j'admire, que j'aime énormément et avec qui j'ai très bon contact, donc je suis très proche. Mais le problème, c'est que comme il est artiste dans la vie et qu'il expose énormément, il était très peu présent. Donc, on le voyait une fois par mois, grand max. Et tout le reste du temps, on était livrés à nous-mêmes. Donc, on avait quelques cours théoriques, mais c'était rien du tout, enfin, c'était infime quoi, par rapport à une école classique. Donc, c'est un choix. Je pense que quand tu rentres dans l'école, que tu intègres un atelier d'un artiste qui est là une fois par semaine ou 2 fois par semaine, tu peux apprendre potentiellement plus de choses que moi. Mais c'est une école qui demande énormément d'autonomie parce qu'il y a très peu de suivi. Il y a très, très peu de suivi. Bon, du coup, tu as compris, Jeanne, c'est le moment d'essayer de gratter un stage avec Victoire pour qu'elle te montre ce qu'elle fait et tout. Et tu lui diras, j'ai besoin que tu sois très, très présente. D'accord. Mais blague à part, Jeanne, est-ce que tu savais, donc je vais te donner la parole pour que tu puisses poser d'autres questions, j'espère que tu en as quelques-unes, mais est-ce que tu savais qu'on pouvait faire comme Sophie, c'est-à-dire recommander des œuvres à des personnes pour qu'ils les achètent et pour qu'ils les revendent plus tard et que ça leur rapporte de l'argent? Tu savais ça? Pas du tout. Mais du coup, moi, je me posais des questions parce que de base, je voulais juste dessiner, faire de la BT, mais avec ça, ça m'ouvre plusieurs potes et de se dire qu'on peut choisir les études qu'on va faire et pas créer notre métier, mais faire un truc genre exactement ce qu'on voulait faire, c'est trop bien. Ouais, c'est super. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu aimes beaucoup les BD, tu dessines beaucoup, c'est ça, et tu te demandes qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire de ça, c'est ça? Ouais, exactement. Ok, bon, bah, c'est super. Et là, donc, qu'est-ce que ça t'évoque? Ça te donne quoi comme piste, du coup, ce qu'on vient d'écouter aujourd'hui? Moi, je pense que déjà, je veux faire du dessin, ça c'est sûr. Et je pense que je ferai ouais, une école de dessin. Après, j'ai 11 ans, donc je ne me projette pas autant en tête qu'elle quand elles avaient, je sais pas, entre 15 et 20 ans, quoi. Tu sais, Ouais. par rapport au BD, je vais te raconter une histoire. Il y a une jeune fille qui était formée au film d'animation. Donc, elle travaillait dans le film d'animation. Et je l'ai embauchée quand j'étais chez Swarovski. Elle n'avait jamais dessiné un bijou de sa vie, mais je l'ai embauchée pour dessiner des bijoux qui sont ce qu'on appelle figuratifs. Tu vois, des bijoux qui évoquent des papillons, qui évoquent des personnages, etc. Parce qu'elle avait la capacité à créer des histoires, des narrations, et puis à mettre en 3D, comme dans un film d'animation. Donc, même si elle ne connaissait pas la technique du bijou, même si elle n'en avait jamais fait, elle a créé des personnages. C'était génial. On s'est vraiment beaucoup amusé. Bon, bah, c'est super ça. Ouais. Tu trouves ça cool, Jeanne? Ah ouais, ouais. Ah ouais, à fond, hein. C'est top. Et ouais, les Why Not Me, je pense que c'est enfin, j'étais le plus concernée dans les métiers. Enfin, ça m'a beaucoup, beaucoup intéressée.
Bon, bah, c'est super. Ben, merci infiniment du coup à Victor, Nathalie et Sophie pour leur temps. On espère que ça intéressera aussi d'autres personnes. On a rapidement, on a Titou 31 qui nous a demandé ce que c'était un bac littéraire. Ben, un bac littéraire, c'est un bac, on appelle ça un bac L. C'est un bac où on fait plutôt des langues. Enfin, c'est pas un bac scientifique avec beaucoup de maths et tout. Tu disais, Victor? Pardon, oui, je t'ai un peu coupé. Du français, de la littérature aussi et de la philosophie, essentiellement. Voilà, donc c'est beaucoup ça. Et Titou qui nous demande, est-ce que les BD, c'est de l'art? Bah oui, tout à fait. C'est une forme d'art, c'est un support, comme disait Sophie tout à l'heure. Donc c'est génial. Jeanne, avant qu'on donne la parole à Julia et Inès, tu as une dernière question? Ou ça... Dans le chat, non. Après, oui, peut-être. Bah écoute, vas-y, n'hésite pas à poser ta question, hein. Je vais donner la parole juste après à Julia et Inès. Ouais. Euh, Est-ce que dans votre travail, il y a vraiment une chose que vous préférez ou quelque chose que vous n'aimez pas du tout? Une déception ou quelque chose dans le genre. Bon, en deux mots, hein. Donc, Ce voilà. Un qu'elles truc qu'on aiment. aime, un truc qu'on n'aime pas. Elles nous ont dit des choses qu'elles aimaient déjà tout à l'heure, donc voilà, mais des choses que vous n'aimez pas, Sophie, Nathalie, Victoire, en vraiment en deux mots. En 2 mots, je vais commencer, je me permets, c'est aller démarcher les gens pour trouver des clients. Donc, c'est très important de se constituer un carnet d'adresses dès son plus jeune âge pour avoir des contacts le plus possible et pour trouver des clients facilement. Voilà. Ok, donc la partie prospection commerciale, aller chercher les clients, pas Je trop. déteste ça. Ok. Nathalie? Parfois, c'est dans les grandes entreprises, la direction artistique doit travailler de façon très étroite avec le marketing et donc il y a des compromis, c'est des rapports de force et parfois c'est ultra fatigant parce qu'il faut mettre en avant ses idées et parfois le marketing vous demande de changer plein de choses. À la fin, le dessin, il est moins fort, on le trouve moins fort, mais bon, c'est un compromis que de temps en temps on est obligé de faire. Voilà, faut savoir trancher, c'est ça, quand tu coordonnes tellement de choses, tellement de personnes, il faut contenter tout le monde, c'est pas évident. Et toi, Victoire, c'est une chose vraiment Ce que j'aime pas ou ce qui plutôt peut me stresser un temps, c'est l'insécurité des ventes, mais qui est contrebalancée quand même par la passion et le plaisir, le bonheur de faire quelque chose qu'on aime. Donc, finalement, l'insécurité est annulée parce que je suis contente de faire ce qui me plaît et que je pourrais rien faire d'autre, finalement. Donc, bon, bah, c'est super. Enfin, voilà. Quoi qu'il en soit, comme on le dit toujours, c'est la passion qui prend le dessus et le fait d'aimer, de faire ce qu'on aime, ça nous anime. Merci à toutes les trois. Merci infiniment. Je vais donner désormais la parole à Julia, Inès. Vous êtes là? Oui, coucou, bonjour à tous. Super. Bonjour à tous et à tous. Alors déjà, tout d'abord, merci à toutes pour votre participation et à toi, Sofiane, pour l'animation. Juste pour vous présenter en 2 mots ce que c'est Inspiring Girls. Donc, cette session a été organisée par Inspiring Girls. Donc, c'est une ONG qui a pour mission d'élargir les perspectives professionnelles des jeunes filles au travers de rencontres, comme ce qu'on a pu faire aujourd'hui, de témoignages de rôles modèles, donc des femmes inspirantes. Donc, qu'est-ce que c'est que des rôles modèles? Ce sont des femmes comme Sophie, Nathalie, Victoire, aujourd'hui, qui ont envie de vous partager leur passion pour leur métier, comment est-ce qu'elles en sont arrivées là, des conseils et surtout tout ça pour vous donner envie de suivre vos rêves et de croire en vous. Voilà, donc ça c'est Inspiring Girls. Donc on est ravis que vous ayez été présents aujourd'hui avec nous. Oui, et puis n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter également pour être tenu informé de tous les événements qu'on organise, des prochaines sessions Why Not Me, puisqu'on reprendra à la rentrée en septembre avec d'autres thématiques. N'hésitez pas aussi à nous soumettre vos idées, si vous voulez qu'on explore la thématique du sport, de l'informatique ou je ne sais quelle autre idée. Vous pouvez nous faire parvenir tout ça par mail et on sera ravis de vous répondre. Et un énorme merci surtout à Victoire, à Sophie, à Nathalie, à Jeanne, notre jeune ambassadrice qui a été parfaite encore aujourd'hui, puis à Sofiane, bien évidemment, qui nous accompagne sur toutes les sessions et qui est un parfait ambassadeur aussi. Merci à tous, merci à toutes.
Merci à Très bonne tous. journée. À bientôt. Merci. À bientôt.